Bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce deuxième webinaire organisé par les Petites Cités de Caractère avec le soutien de la LCT et du programme Petite Ville de demain pour présenter et partager avec vous quelques expériences de l'Association des Petites Cités de Caractère sur les travaux qui sont conduits dans la valorisation du patrimoine et la connexion que l'on fait entre valorisation du patrimoine, revitalisation économique, développement, attractivité, etc., etc. Donc, après un premier webinaire que nous avions fait, présentation un peu de l'association, aujourd'hui, on rentre un peu dans la partie plus opérationnelle avec une session dédiée à la construction justement du projet. Dans notre charte des petites cités de caractère, la définition, l'animation et la mise en œuvre d'un projet de développement, la traduction d'une politique patrimoniale définit une petite cité de caractère. Donc, cela veut dire aussi qu'on a quelques années, plus de 40 ans d'expérience pour les réseaux les plus anciens, sur justement la construction de projets comme ça qui mettent le patrimoine au cœur du projet municipal, au cœur du projet de territoire. C'est un petit peu ce retour d'expérience qu'on avait envie de partager avec vous ce matin à travers, et je vous les présenterai plus en détail, trois témoignages. On va partir, je pense, sur cette formule dans nos différents webinaires. Le témoignage un peu technicien, le témoignage élu et le témoignage partenaire pour trois regards de personnes qui sont passées par l'expérience de la mise en œuvre de ces outils, de ces programmes et ces retours d'expérience à partager avec vous. Petit rappel aussi avant d'entamer sur le fonctionnement. Donc, on est en mode webinaire. Vous avez deux espaces de discussion et de questions-réponses. Donc, discussion pour les échanges de toute nature. Moi, je garde un œil dessus pour voir s'il n'y a pas effectivement des questions qui se retrouvent dans cet espace-là. Mais l'espace Q et R, questions-réponses, vraiment pour poser des questions directement aux intervenants qui peuvent être soit traitées directement au fil de l'eau par écrit, soit qu'on relaiera, on aura des temps d'échange après chaque présentation aux personnes qui interviendront. Voilà, donc sans plus attendre, je vais mettre le support qu'on a préparé pour accompagner la présentation à l'écran. Donc, c'est parti. On l'a intitulé « Travailler sur le court terme et le long terme », puisqu'il s'agit bien, et ça c'est un petit peu une façon de travailler des petites cités de caractère, d'avoir à la fois une maîtrise du temps long avec des outils dédiés pour travailler sur une vision long terme du patrimoine, parce qu'on sait qu'on est sur des temporalités longues pour faire évoluer l'attractivité, l'embellissement de la cité, et ça c'est le rôle plus des documents de type site patrimonial remarquable. Et dans ce temps long maîtrisé, la construction de projets, de programmes sur du plus court terme, à travers un outil qu'on a développé, le programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines. Vous entendrez beaucoup parler ce matin du PPMVP. Donc, ça c'est moi. Trois intervenants ce matin pour vous proposer leur regard, leur expérience sur ces sujets. Donc, Benoît Loriot, maire de Pontcroix, une petite cité de caractère du Finistère, et qui est également administrateur des associations Petites Cités de Caractère de Bretagne et de France, Émilie Bernard, directrice du CAE du Cantal, et Claire Lucas, directrice des Petites Cités de Caractère de Bretagne. Et tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Claire Lucas, justement pour vous présenter un petit peu l'expérience des PPMVP en Bretagne. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous, je pense que vous m'entendez bien. Juste vous dire qu'effectivement, moi je suis responsable de l'association des petites cités de caractère de Bretagne, mais également d'un réseau partenaire qui est un réseau régional qui réunit des villes labellisées par le ministère de la Culture, les villes d'art et d'histoire et les villes historiques de Bretagne. Je vais en première intervention vous faire un peu un focus sur ce programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines dont vous a parlé Laurent, qui est véritablement l'outil d'accompagnement des communes en matière de valorisation des patrimoines des cités labellisées, et donc qui est l'outil de développement des politiques patrimoniales qu'on propose aux cités labellisées. Et juste peut-être en préambule, vous faire un petit point de situation sur le contexte breton, puisque je vais m'appuyer sur l'expérience que j'ai au sein de ce réseau-là pour vous dire en quoi
C'est un outil qui nous est utile au quotidien et qui structure le projet politique en fait, des cités labellisées en Bretagne. Vous dire peut-être pour commencer que le réseau breton, comme le disait Laurent, fait partie de ces réseaux qui ont plus de 40 ans d'expérience puisqu'il est né en Bretagne au milieu des années 70. Alors bien évidemment, à l'origine, on n'était pas sur ce type de projet très, très global. Ce qui a fédéré les communes au démarrage, c'était vraiment plus des problématiques liées au patrimoine architectural, maintien des fonctions de centralité qu'on va retrouver aujourd'hui. Mais vous verrez à travers ce document que désormais, on entend les problématiques patrimoniales de façon complètement élargie. En région Bretagne, on a un petit peu de recul par rapport à cette approche très globale puisqu'elle a été mise en place dès 2008. Donc, on a eu, on va dire, plusieurs versions de documents d'accompagnement, mais on a ce retour qui nous permet de confirmer en fait l'intérêt très, très fort pour les petites cités de caractère d'avoir un petit peu ce programme structurant. Et quand on parle de petites cités de caractère en Bretagne, vous le voyez là sur la carte, donc nous, on a 28 cités labellisées. On va avoir des communes de moins de 1000 habitants, des communes de 10 000, voire plus de 10 000 habitants, avec notamment certaines communes nouvelles. Donc, on est sur un tronc commun qui permet de réunir en fait l'ensemble de ces cités et qui correspond aux capacités d'ingénierie de ces différentes typologies de villes. Donc, c'est un outil, moi, je dirais, qui est très intéressant pour ces petites communes on a même des communes de 700 habitants, on va dire de 500 à 10 000. Laurent parlait de temps long et de temps court. Effectivement, le programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines, moi, je considère qu'il s'inscrit plutôt sur un temps court, le temps du mandat. Et bien évidemment, du coup, il vient s'appuyer sur un document qui est un document d'urbanisme qui s'oppose le site patrimonial remarquable, qui lui est un document qui s'inscrit sur le temps long, qui est un document de protection du patrimoine. Donc, de là où je vous parle, notamment depuis la Bretagne, l'ensemble des communes du réseau sont dotées de sites patrimoniaux remarquables ou sont en cours de constitution en fait, de ces documents-là. Donc, on a 22 communes qui sont en capacité de s'appuyer sur leur SPR pour après décliner leur programme pluriannuel de mise en valeur du patrimoine, 6 communes pour lesquelles c'est en cours. Et c'est vraiment extrêmement important parce qu'en fait, ces deux documents, nous, vont être les deux piliers en fait, du projet politique des élus dans le cadre de leur projet global de valorisation des patrimoines. Donc, voilà pour ce petit point d'introduction sur notre situation à l'échelle de la Bretagne. C'est une situation qu'on va retrouver dans d'autres réseaux territoriaux, mais l'antériorité du réseau breton fait que peut-être on a ce confort de pouvoir notamment s'appuyer sur des communes qui disposent véritablement de ces sites patrimoniaux remarquables. Vous dire que le programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines, nous, on le conçoit vraiment comme un outil de réflexion à l'échelle de la commune et notamment à l'échelle du conseil municipal. Mais c'est du coup aussi un outil de communication interne véritablement au service du projet communal. Donc, il s'inscrit dans les engagements que les communes prennent en faveur de la charte de qualité des petites cités de caractère, puisque ça fait partie des critères préalables. Donc, les communes qui s'engagent dans cette démarche de labellisation doivent normalement, effectivement, réaliser ce programme pluriannuel, en général sur la durée du mandat. Et nous, en Bretagne, il a la spécificité de venir aussi déclencher l'accompagnement financier
de la région Bretagne en faveur des cités labellisées. Donc, ça peut avoir un effet moteur vis-à-vis de certaines communes qui vont chercher à le mettre en place aussi pour pouvoir déclencher ce soutien financier. Donc, c'est une démarche et un processus, bien sûr, on va dire de révélation de l'ensemble des particularités patrimoniales des communes. Donc, la méthode, elle est commune à chaque cité labellisée. Le résultat, il est propre, bien évidemment, à chaque cité labellisée. Et l'objectif de ce programme, ça va être de venir hiérarchiser finalement tous les enjeux de restauration du bâti, d'aménagement des espaces publics, de valorisation des patrimoines matériels et immatériels, mais culturels et aussi naturels. On a de plus en plus de communes qui intègrent les problématiques, on va dire en tous les cas, de patrimoine paysager, mais aussi de patrimoine naturel dans leur programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines. Et dans l'objectif, bien sûr, de formuler des propositions qui vont être adaptées aux capacités à la fois financières, mais aussi en ingénierie des communes, puisque c'est un document qui va être réalisé en général par les élus eux-mêmes. Et en ce sens, bien, nous, quand on est en élaboration de ces documents-là avec les communes, la première étape de la démarche, c'est effectivement d'interroger les élus en poste sur leur projet politique, leur projet patrimonial, dans l'objectif de venir le traduire finalement dans ce document cadre qui va venir planifier leur action sur la durée du mandat. Donc, on est sur un document aujourd'hui, effectivement, en Bretagne, nous, ce qui n'était pas vrai par le passé, on était sur des documents qui étaient valables à peu près sur 3 ans. Et désormais, on est sur des documents qui interrogent en fait la possibilité d'action communale plutôt sur la durée du mandat. C'est notamment lié à l'élargissement des champs patrimoniaux qu'on intègre dans cette réflexion globale, puisque comme l'évoque la vignette qui vous est présentée, on va embrasser vraiment la pluralité des typologies patrimoniales que recouvre la petite cité de caractère. Donc, on peut intégrer les enjeux paysagers, on peut intégrer bien sûr toutes les typologies de patrimoine architectural, qu'on soit sur patrimoine religieux, militaire, civil, industriel et autres. On va intégrer aussi possiblement la question des traditions, des savoir-faire, des métiers d'art, donc tout ce qui va relever plus du patrimoine vivant en place dans la commune. Et bien évidemment, et c'est un volet qui peut être fort chez nous en Bretagne, tout ce qui relève du patrimoine immatériel, et ce qui nous permet aussi de glisser en général vers le projet culturel de territoire. Donc, on a un certain nombre de cités labellisées qui vont aussi intégrer dans leur programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines leur projet culturel de territoire. Alors, pour essayer de vous présenter ça vraiment de façon introductive, puisque les personnes qui interviendront à ma suite pourront partir d'exemples très concrets. Moi, je suis plus sur des données de cadrage. Vous dire qu'en Bretagne, et je pense que les cités labellisées à l'échelle nationale s'y retrouveront, nous, on retient 4 grands objectifs en fait, à cette démarche de programmation pluriannuelle. Le premier objectif, c'est vraiment de développer une culture commune des enjeux liés au patrimoine à l'échelle de la commune et à l'échelle du conseil municipal. Donc, on va vraiment chercher à venir développer une vision stratégique, transversale et prospective des enjeux liés au patrimoine, puisque bien évidemment, la diversité des patrimoines fait qu'on peut avoir des logiques qui vont être plurielles, qui peuvent parfois s'opposer, et nous, on va essayer effectivement de remettre du sens et du lien entre toutes ces approches qui sont des fois traitées à l'échelle des communes, mais de façon trop sectorielle en fait. Donc l'objectif, ça va être de créer une culture commune entre des élus
qui vont porter des fois des politiques liées au logement, à l'habitat, des élus qui vont porter des politiques liées au patrimoine environnemental, des élus qui vont porter des politiques liées aux politiques culturelles, etc., etc., et de les faire se réunir pour construire ce projet global. Et une fois que cette réflexion politique, elle est bien établie, arrêtée, on va pouvoir la décliner dans des projets très concrets et puis lancer après toutes les études préalables qui vont être nécessaires à l'élaboration et à la réalisation du programme. Donc, en synthèse, le message que moi j'avais envie de vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, à l'échelle de la région Bretagne, ce sont les élus et les services des communes qui rédigent leur programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines. Ce n'était pas le cas à l'origine en 2008. On a beaucoup de cabinets qui ont accompagné en fait les communes dans la réalisation de ce document-là, puisque je pense que nous, on n'était pas en capacité de les accompagner sur la méthodologie en fait de rédaction de ce programme-là. Mais depuis plus de 10 ans, désormais, ce sont véritablement les élus qui se saisissent de ces problématiques-là. Et moi, je confirme que ça a un véritable intérêt, en fait, que ce soit les élus qui rédigent leur programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines. Puisque c'est eux qui vont le porter, c'est eux qui vont l'animer, c'est eux qui vont le faire adopter en conseil municipal. Et que finalement, ce document, pour répondre à cet objectif de faire culture commune, il vient en quelque sorte synthétiser le projet politique des élus en faveur de l'ensemble des champs patrimoniaux. Donc voilà pour ce premier objectif. Le deuxième objectif auquel je trouve qu'il répond parfaitement, c'est de s'assurer du bon déroulé en fait, d'un plan d'action sur la durée du mandat. Et il permet notamment, en général, on va dire 1 à 2 fois par mandat, d'inviter les élus vraiment à bien prendre le temps de définir leur programme global, de le partager en interne avec leurs services, mais aussi avec les partenaires institutionnels et privés qui vont les accompagner après, on va dire au cas par cas sur le dossier. Et à titre d'exemple, nous, en Bretagne, il est systématiquement transmis à la région Bretagne et on est en train de s'interroger sur la possibilité de le transmettre en fait pour information à nos autres partenaires que sont les départements, les UDAP, les CAUE, pour effectivement permettre de diffuser en tous les cas l'ambition politique des élus en faveur de la prise en compte des patrimoines à l'échelle de leur commune. Donc, c'est un document à la fois de communication interne, mais on le voit bien, nous, qui tend aussi à être un document de communication externe. C'est aussi un document qui permet de concilier vraiment une réflexion stratégique à l'échelle de la petite cité de caractère, mais d'être réactif face à des opportunités qui peuvent être des opportunités ponctuelles. En fait, cette vision globale que portent les élus sur leur territoire, elle peut être réinterrogée en fonction de dispositifs complémentaires qui viennent être proposés aux communes, de nouvelles orientations en fait, à l'échelle de leur EPCI ou autre. Donc, l'objectif, c'est de ne pas arrêter une vision figée et finalement, la flexibilité du document qui est établi permet aussi d'y revenir facilement. Il n'est pas rare que les communes en cours de mandat reprennent des délibérations pour venir modifier leur programme pluriannuel, le réinterroger et l'enrichir. Donc, c'est une démarche qui se veut être relativement souple aussi. Et puis, ce qui est très important pour nous, et c'est en ça que finalement, la rédaction par les services et les élus eux-mêmes, elle vient boucler ces quatrièmes objectifs, c'est qu'il va aborder les capacités financières de la commune et venir s'adapter aussi aux capacités financières de la commune. Puisque dès le départ, il va interroger les voies de financement possibles qui vont être essentielles finalement au dimensionnement du projet global.
que ça invite clairement les élus à programmer des gros investissements, mais aussi à réfléchir à l'ensemble de toutes les petites actions concrètes qui peuvent être conduites au quotidien, qui n'impactent pas forcément le budget de la commune, mais qui ne sont jamais écrites noir sur blanc, mais de venir les raccrocher en fait à ces grands projets un peu ambitieux qui peuvent être portés à l'échelle d'un mandat. Et que dans cette logique globale, on va venir en général interroger les orientations qu'on va mettre au programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines avec le PPI de la commune. Et inversement, pour les communes qui auraient d'abord travaillé sur leur PPI, on va venir croiser le PPI avec le programme pluriannuel. Et bien souvent, cet exercice effectivement de lecture croisée de ces deux documents structurants fait qu'ils vont s'enrichir l'un l'autre mutuellement. Donc un petit peu en synthèse de tout ça et en réponse à ces objectifs-là, vous dire comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Donc, c'est véritablement un outil de cadrage et de réflexion globale, nous, à l'échelle de chaque petite cité de caractère labellisée, qui se définit donc bien à l'échelle du territoire communal, donc il peut aller au-delà du territoire de labellisation, puisqu'on a des fois des cités labellisées sur des périmètres patrimoniaux restreints, mais le programme global, bien évidemment, il interroge l'ensemble du territoire administratif de la commune. On va travailler des approches thématiques en fonction des typologies patrimoniales qu'on a pu évoquer précédemment. Les élus travaillent aussi des fois sur des approches topographiques avec un resserrement géographique de leur analyse à des secteurs plus restreints que peuvent être l'échelle d'une rue, d'un quartier ou autre. Et puis, on a des fois, bien sûr, des approches qui vont se croiser avec une combinaison d'une approche thématique et puis d'une approche topographique. Bien sûr, ce programme, je le disais vraiment en préambule, mais il est l'expression des priorités du territoire. Donc, il va témoigner de la volonté politique et du désir, en fait, des élus de travailler ces questions-là. Mais c'est aussi, il se travaille dans une démarche d'ouverture qui permet finalement à chaque cité labellisée de travailler en démarche concertée avec les habitants. Nous, on a rajouté et les commerçants, puisque notamment sur la question des fonctions de centralité, ils sont aussi des acteurs vraiment prenants du projet global. C'est un document qui va mettre en avant ce qui fait la spécificité et l'attractivité du cadre architectural et paysager et qui doit normalement permettre de trouver des solutions opérantes et de décliner un plan d'action. Donc, quand moi, je suis en accompagnement d'élaboration de ces documents-là dans les communes, la façon dont on va travailler, c'est qu'on va venir bien évidemment s'appuyer sur les études préexistantes, donc le site patrimonial remarquable, comme on a pu le dire, mais également toutes les études qui peuvent être déjà réalisées par les CAUE, par les services de l'État, par l'UDAP ou sur des projets ponctuels. On va venir réinterroger le projet politique global et extraire finalement le projet politique patrimonial. Et puis après, on va venir décliner un plan d'action, en général, comme je le disais, qui va pouvoir se déployer sur la durée du mandat. Donc, on a ces 3 étapes et on va chercher, comme à chaque fois qu'on engage une action dans les petites cités de caractère, on va chercher à travailler le positionnement de la petite cité de caractère, on va chercher à confirmer l'histoire qu'on veut raconter dans cette petite cité de caractère et qu'on veut pouvoir partager, puisque il faut pouvoir faire le lien entre ce programme effectivement pluriannuel de mise en valeur des patrimoines et le projet touristique de la cité labellisée. Donc, on va effectivement venir connecter tout ça aussi dans ce grand document en cadre. Voilà un peu en introduction la présentation de la façon dont nous, on travaille en Bretagne depuis quelques années. Donc, on peut être en soutien des communes
dans l'élaboration de ce document-là, mais on a aussi des communes qui sont totalement autonomes aujourd'hui dans l'élaboration de ce support-là, puisqu'elles sont rendues à leur 3e ou 4e version de programmation pluriannuelle et qu'elles l'étoffent année après année et que désormais, elles le maîtrisent parfaitement. Merci beaucoup, Claire. Donc après, on aura notamment avec l'exemple de Pamproche, justement, cet exemple d'une commune qui en est, je crois, à son 3e programme. Donc très concrètement, un retour de Monsieur le maire. Je regarde, on avait prévu donc entre les différentes interventions un temps pour échanger, questions-réponses. Il n'y a pas eu de questions pendant la présentation. Je ne sais pas si à ce stade, il y en a quelques-unes que vous souhaitez poser. N'hésitez pas. Donc, pour compléter la présentation de Claire, hein, qui est le fruit de l'expérience bretonne, la charte des petites cités de caractère, donc devenue nationale, met dans les critères vraiment préalables l'idée d'avoir un programme pluriannuel. Donc, c'est vrai qu'on est parti de ces expériences avérées, confirmées, pour travailler sur une petite méthodologie proposée. C'est un moment qui est apparu sur une des slides. Et cette note méthodologique, elle est en ligne téléchargeable. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site des petites cités de caractère. Vous trouverez dans les documents techniques qui sont mis à disposition de tous cette note méthodologique qu'on avait construite il y a 3-4 ans tous ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux sur un petit peu une méthodologie pour traduire ce projet pluriannuel qui est la traduction programmative d'un projet politique. Donc, une question claire, en moyenne, quel est le délai d'élaboration d'un programme, d'un PPMVP comme ceux que tu nous as présenté? Alors, je dirais qu'en moyenne, aujourd'hui, nous, à l'échelle du réseau breton, c'est à peu près 3 mois, parce qu'il y a une vraie expérience des communes et qu'elles sont dans le renouvellement de ce document-là. Pour les communes qui seront en première élaboration, effectivement, ça peut être un peu plus long. Après, tout dépend aussi des phases, on va dire, de consultation qui peuvent être mises en place et de co-construction qui peuvent être ouvertes à l'élaboration de ce document-là pour nourrir la réflexion. Mais en ce début de mandat 2020, nous, en Bretagne, on a été amenés à quasiment renouveler la totalité des programmes pluriannuels dans les communes. Et la durée moyenne d'élaboration, à partir du moment où vraiment le groupe est constitué pour travailler à sa rédaction et opérationnel, je dirais que c'est à peu près 3 mois. Ça peut être 6 mois, bien sûr, mais la moyenne serait plutôt de 3 mois. Ce qui est très important aussi par rapport à ces questions de délai, mais même de méthodologie, et on le voit souvent avec des communes qui s'intéressent à notre action et notre projet, c'est de passer souvent d'un regard très centré sur le patrimoine protégé. Souvent, quand les communes nous présentent leur projet patrimonial, il est très centré sur les opérations sur bâti protégé, à vraiment quelque chose de très transversal, parce que là les programmes dont on parle, il s'agit vraiment de mettre autour d'une table aussi bien le maire, l'adjoint à l'urbanisme, au commerce, à l'artisanat, au tourisme, pour vraiment avoir une traduction d'un projet global. Et ça, c'est vraiment la traduction de ce qu'on avait un peu présenté dans le premier webinaire sur ce que sont les petites cités de caractère, l'idée de travailler vraiment sur un projet global à l'échelle de la cité et avec l'ensemble des acteurs. Et à travers les patrimoines, on a un fil rouge qui permet de relier l'ensemble des actions patrimoniales. Et c'est aussi la traduction de cette ambition que nous avons dans les PPMVP. Pour prolonger les échanges, là, donc ça signifie que les éléments ORT ou une étude de redynamisation locale peuvent alimenter en partie ce programme. Pardon, je peux faire. Tout à fait. Oui, complètement. On est vraiment dans la connexion de toutes les politiques patrimoniales qui peuvent être portées à l'échelle d'un territoire. Donc, une étude de redynamisation locale peut intégrer ce programme-là, comme je le disais, comme un projet culturel de territoire,
comme une stratégie de prise en compte des patrimoines immatériels. Ce programme pluriannuel, il joue vraiment ce rôle d'assemblier en fait des actions patrimoniales qui peuvent être conduites à l'échelle de la commune, tout en sachant que les différentes typologies de patrimoine peuvent être plus ou moins développées. On n'entend pas, effectivement, on a des communes qui vont, sur un mandat, travailler fortement la requalification des espaces publics. Et bien, dans ces cas-là, forcément, dans la programmation, ça va prendre une place importante. Donc, et puis la réflexion, elle n'est pas forcément aboutie à même niveau en fonction des différents patrimoines. Donc, on se laisse cette possibilité aussi des fois de faire juste le constat qu'il n'y a pas de projet et qu'il n'y a pas de politique, mais ne serait-ce que de pouvoir le notifier et de dire finalement, sur le patrimoine immatériel, aujourd'hui, la commune n'engage aucune action, aucune politique. C'est un point de départ qui va nous permettre d'avancer après avec la commune. Mais ça permet d'identifier effectivement aussi des fois des absences de portage politique, ou de se dire, nous, en tant que commune, on ne le fait pas, mais on va venir soutenir une association qui va pouvoir le faire. Et donc, du coup, de l'intégrer dans la dynamique globale. Et ça peut aussi, des fois, réaffirmer la nécessité d'aller soutenir des structures associatives à l'échelle de la commune. Ce n'est pas forcément la commune elle-même qui pilote toutes les actions, en fait. Et on a vu des programmes pluriannuels qui valaient au RT. Des fois, vraiment, entre un programme pluriannuel tel que certaines communes l'ont fait, moi je pense notamment à certaines communes en Nouvelle-Aquitaine où j'ai vu, elles ont vraiment appréhendé les deux outils dans la même méthodologie. Et au final, on est vraiment il y a une feuille de papier cigarette entre l'ORT et le PPMVP. Du coup, est-ce que le PPMVP peut être une fiche action d'un programme PVD? Parfois, c'est le programme PVD. Dans certaines communes, le programme PVD, c'est le programme patrimonial. Et on a des contacts avec certains chefs de projet aujourd'hui qui vraiment concilient les deux. Donc, soit c'est un volet du programme PVD, soit c'est le programme PVD. Bon, s'il y a d'autres questions, de toute façon, on pourra reprendre au fil de l'eau, hein, puisque nos intervenants restent avec nous toute la matinée. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de passer à la deuxième présentation. Alors, dans l'exemple de la Bretagne que vient de vous dire Claire, l'accompagnement se fait donc en interne par l'association des petites cités de caractère. Mais dans beaucoup d'autres territoires, et pour travailler sur justement cet accompagnement à la formalisation et à l'écriture du projet, ou à l'expression même du projet, le premier partenaire vers qui on se tourne naturellement, ça va être le CAUE. Donc, on a vraiment souhaité que les CAUE soient présents avec nous ce matin à travers, on a choisi le meilleur d'entre eux, à travers notamment le CAUE du Cantal qui accompagne depuis plusieurs années les petites cités de caractère. Et c'était ce retour d'expérience que l'on souhaitait partager avec vous. Donc, je remets mon PowerPoint à l'écran et Émilie, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci d'être très nombreux. Je suis impressionnée par le nombre. Donc, je suis Émilie Bernard, je suis directrice du CAUE du Cantal depuis peu de temps, depuis le 1er janvier de l'année dernière. Je prends la relève de Marie-Françoise Christians, qui était directrice depuis plus de 20 ans au sein du CAUE du Cantal. Nous sommes une toute petite structure, un des plus petits CAUE de France, mais un des plus anciens. On a été créé en 78, vraiment juste au moment de la promulgation de la loi. Dès les premiers essais, enfin les premières réflexions, je dirais, des collectivités du Cantal autour du label Petite Cité de Caractère, le CAUE a été associé, notamment sur une première liste, une shortlist des collectivités qui pourraient potentiellement être Petite Cité de Caractère au regard du label. Donc, dès le départ, les élus ont souhaité que le CAUE soit un partenaire et l'ont identifié comme un partenaire au même titre que l'UDAP à l'époque. Notre travail a commencé finalement et s'est développé. Donc, Laurent, je vous laisse passer peut-être la première diapo.
Voilà, sur les dossiers FEADER pour les 3 premières petites cités de caractère qui étaient La Roquebrune, Marcollès et Montsalvi, qui ont la particularité d'appartenir au territoire sud-ouest du département qu'on appelle la Châtaignerie du Cantal. Et ces trois communes ont souhaité répondre à un appel à projet du FEADER pour obtenir des financements sur la mise en valeur de leur patrimoine dans le cadre du label. À l'époque, il ne me semble pas que nous ayons les financements régionaux et c'était vraiment un dispositif qui permettait de lever des fonds assez importants, mais avec une demande de présentation du projet dans un cadre très global, à la fois un aspect historique de la collectivité, donc tout son patrimoine, toute son histoire, son inscription dans le label de petite cité de caractère et les projets conduits par la collectivité dans le cadre de petites cités. Donc, le rôle du CAUE, ça a été de réaliser ce document de synthèse, de mettre tout le monde autour de la table, parce que ce n'est pas juste à un moment donné rédiger un document et collecter les documents, mais c'est aussi mettre tous les partenaires autour de la table, que ce soit l'architecte des bâtiments de France, bien évidemment les élus, mais aussi les architectes qui avaient des projets au sein de la collectivité et de voir comment toutes les choses pouvaient s'articuler pour présenter ce projet pour qu'il soit le plus cohérent possible. Donc, les 3 collectivités ont été lauréates et ont obtenu leur financement et ont continué à dérouler leurs éléments. Alors, j'ai oublié de le dire, les petites cités de caractère du Cantal, c'est 8 petites cités. Et nous, donc, si on remonte, j'ai retrouvé les premiers documents. On doit remonter à 2015-2016 sur les premiers travaux pour le CAUE. Avant, il y avait eu des informations et de la consultation, mais voilà, le travail FEADER, on est sur du 2016. Le deuxième travail que l'on a eu à engager, c'est la commune de Menay, qui est une commune du nord du département, qui souhaitait devenir petite cité de caractère dans la suite des petites cités de la Châtaigneraie, qui n'avait pas obtenu sa labellisation la première fois qu'ils avaient présenté le dossier seul. Et ils se sont donc tournés vers nous pour réaliser ce dossier d'homologation. Et donc, on a retravaillé avec eux leur projet. On est reparti, bien évidemment, des bases qu'ils avaient développées. Et à nouveau, l'idée, c'est de redonner de la cohérence, d'arriver à accompagner les élus pour qu'ils s'écartent finalement un petit peu de leur angle d'attaque. Ils ont un petit peu tendance à se mettre dans leur rail, dans leurs habitudes. Et nous, notre rôle, c'est d'élever le regard, de regarder comment le projet s'articule sur la totalité des projets du territoire, comment les choses se positionnent, et Menay a obtenu son homologation, donc fait partie aujourd'hui du réseau des petites cités de caractère. Et ensuite, nous avons eu à travailler donc sur d'autres communes du département, Saint-Ursis, Plot, Rouillac et Murat, sur un dossier qui a un petit peu la continuité des dossiers FEADER, qui sont les dossiers villages remarquables lancés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région a souhaité aider à la fois soit dans le cadre de la labellisation, soit dans le cadre des projets lorsque les villages sont déjà labellisés, le label Petite Cité de Caractère et le label Plus beau village de France. Et donc, de la même manière, il s'agit de répondre à un appel à projet et à nouveau de montrer la cohérence du projet dans le cadre des orientations qui ont été définies dans les petites cités de caractère et de pointer les projets que la collectivité souhaite mettre en place. Alors, c'est une aide très importante, nous, au niveau régional. Je crois qu'il est un petit peu exceptionnel, il me semble, par rapport à l'ensemble des régions de France. C'est vrai que c'est un programme qui a apporté beaucoup de financement, notamment pour les petites cités qui s'en sont bien saisies. Aujourd'hui, il est en rediscussion. On espère vraiment que la région va continuer à appuyer les labels de cette manière-là, parce que, bon, très clairement, nous, on est dans des départements ruraux, on est dans des départements qui sont souvent en difficulté, on est sur des communes qui sont très petites, qui ont peu de moyens, et ce qui les incite à se lancer sur les labellisations de petites cités, l'aide financière est très clairement une première étape. Voilà. Après, lorsque les choses sont enclenchées, ils comprennent le dynamisme que peut avoir la petite cité et ce que ça peut leur apporter, comment ça peut leur donner la cohésion de leur projet. Mais au départ, oui, l'aspect financier est très important pour les petites cités.
Dans la continuité, et c'est là où nous c'est intéressant parce que le travail il se termine jamais, je dirais, avec nos petites cités. La Roquebrou, Marcollès et Montsalvi, donc ces 3 petites cités qui appartiennent à la châtaigneraie du Cantal, sont un petit peu nos petites cités d'origine, ont souhaité continuer le travail. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on est identifié comme un partenaire, nous, le CAUE, et quand ils ont une interrogation, un projet commun autour de la petite cité, mais même, je dirais, un projet en règle générale, ils se tournent vers nous parce qu'ils savent que l'on connaît le label et qu'on va voir comment les projets s'articulent. Donc là, on est sur la mise en valeur patrimoniale et la signalétique des 3 petites cités. Donc, on a accompagné le cabinet qui s'est chargé de la signalétique. Bien évidemment, nous, on ne réalise pas du tout la signalétique. C'est le cabinet Plume qui a réalisé toute cette signalétique. Mais voilà, à nouveau, on participe à la réflexion, à la cohérence vis-à-vis du projet patrimonial, à nos connaissances du patrimoine, en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France, bien évidemment, qui était voilà, ça fait on est sur de la thématique de groupe de travail, donc ne serait-ce que l'implantation des panneaux. Ma prédécesseuse Marie-Françoise était avec l'architecte des bâtiments de France sur place pour décider à quel endroit on va positionner les panneaux, à la fois et avec la personne qui était en charge de la signalétique, à la fois pour la cohérence du cheminement, mais aussi la cohérence de ce qui va être indiqué par rapport au bâtiment qu'on veut mettre en valeur et par rapport au projet global. On est toujours dans ces travaux, et nous, on est, je dirais, un petit peu l'huile dans les rouages. Notre rôle, c'est non pas de faire à la place, mais c'est vraiment de rappeler aux petites cités qu'elles sont petites cités, mais qu'elles sont aussi souvent sur un réseau d'intercommunalité. Pour certaines, aujourd'hui, elles sont petites villes de demain. Voilà. Et comment tout ça s'articule et comment tout ça se met en place, et puis de contacter et de mettre autour de la table des personnes ressources qui vont permettre d'avancer dans le projet. Donc, je vais vous présenter ensuite notre dernier travail en cours, qui est la résidence d'architecture à Plot. Donc, on a eu la chance, Petite Cité de Caractère France nous a proposé la réalisation d'un film de présentation. Donc, on va vous le présenter aujourd'hui en avant-première, je pense, à Laurent, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Même pour nous, c'est une avant-première. Donc, je vous propose qu'on regarde ce film qui, à mon avis, explique déjà pas mal de choses, et après, je viendrai en complément pour vous expliquer la genèse du projet. Du Cantal, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mardi, les enfants de l'école Saint-Joseph font une sortie inhabituelle. Ils ont rendez-vous avec des architectes pour visiter une partie importante du patrimoine claudien, le collège Saint-Joseph. Le bâtiment, récemment racheté par la mairie, doit être rénové et requalifié. En plus du soutien financier qu'apporte la région sur les projets d'aménagement, le CAUE du Cantal épaule la mairie fort de son expertise dans l'écriture de projets territoriaux. Le bâtiment, il est au cœur du bourg. Il est sur la place du bourg. À la fois, il est au cœur du bourg, et à la fois, comme il avait un usage de collège privé, tous les habitants ne le connaissent pas. Tous les habitants n'ont pas utilisé. Et ça nous semblait intéressant de pouvoir ouvrir ce lieu aux habitants et de les faire participer à ce qu'allait devenir ce bâtiment, et au-delà, ce qu'allait devenir leur territoire. Comment Plot va évoluer pour les 10 ans à venir, comment on fait évoluer Plot, et comment ce bâtiment-là peut jouer un rôle dans cette évolution. D'où l'idée de créer avec le CAUE cette résidence d'architecte pour impliquer la population dans la démarche. Et pour le coup, c'est bien, parce que ce qu'on peut voir au niveau des premiers résultats, c'est qu'on a des choses qui viennent à la fois valider les hypothèses qu'on avait, mais qui viennent aussi, pour d'autres, apporter de l'eau au moulin, ou conforter certaines choses et apporter de nouvelles visions. Développer une ville moderne et accueillante par la valorisation du patrimoine, croiser les regards et les expertises, rechercher la participation des habitants, autant de marqueurs d'une petite cité de caractère. La résidence d'architecte, d'une durée de 6 semaines, divisée en 3 parties, met à disposition des habitants des personnels du bâtiment dont l'expertise et la neutralité favorisent l'échange. Alors, la demande, c'est de travailler avec les habitants pour construire le programme de requalification de l'ensemble Saint-Joseph. C'est un grand bâtiment qui est vide, qui est inutilisé depuis de nombreuses années. Donc, on a besoin de savoir quelles activités on va pouvoir intégrer dans ce bâtiment-là.
Et donc, l'objectif, c'est que ce ne soit pas choisi, déterminé par les élus, la commune seule, mais bien que ce soit mis en débat avec les habitants qui participent en fait à la construction du projet. Et tous les âges participent. Grâce à l'atelier mis en place avec les scolaires, même les plus petits ont pu donner leur avis et proposer des idées pour le futur bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On pourrait mettre une télé. Une salle télé ou un cinéma? Oui, un cinéma. Une salle télé, un cinéma. On a proposé un jacuzzi, une piscine, futsal, cinéma, jacuzzi, une salle de sport. On a construit l'atelier autour d'une visite de site, une visite des lieux avec les enfants. Et donc, on explique l'histoire des lieux. C'est une manière aussi de parler d'architecture, à représenter le bâtiment sous forme de maquette. C'est un bon médium pour pouvoir parler d'architecture avec les enfants. Et puis, il y a un travail autour de la matière, les matériaux qui sont utilisés dans la construction du bâtiment, donc la pierre, le bois, avec un petit atelier de relevé d'empreintes à partir de morceaux d'argile qu'on vient imprimer sur les matières en question. En plus de temps forts comme l'atelier avec les enfants, les architectes occupent tous les jours un local sur la place du village pour travailler, mais aussi pour discuter avec les habitants du bâtiment et de ses futures fonctions. Dans ce local, on essaye c'est vraiment un atelier de travail. Donc on affiche que ce soit des récoltes, des photos que les habitants nous ont rapportées, mais également des documents de travail en cours, avec cette maquette, avec un nombre de plans, avec différents scénarios aussi qu'on est en train d'élaborer pour le futur de l'établissement Saint-Joseph, qu'on remettra à la mairie et à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui partira de cette base ensuite pour élaborer un projet plus finalisé. Le projet est accompagné et soutenu par de nombreux partenaires. La communauté de communes du Pays de Salers, le conseil départemental du Cantal et enfin la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Clos, c'est une petite cité de caractère, donc qui est dans une base de projet déjà enclenchée par sa labellisation. C'est aussi une petite ville de demain. Donc pareil, le projet, faire projet avec ses habitants, etc., c'était intéressant. C'est des centres-bourgs qui mettent l'accent sur la notion d'attractivité, sur la notion de développement durable, sur la notion de numérique, sur le tiers-lieu. Et c'est les axes que nous développons sur Clos. C'est la première fois qu'il y a dans le Cantal une résidence d'architecte avec une notion de participation citoyenne. Et on adore notre département, donc oui, si ça se refait ailleurs dans le Cantal, c'est très bien. C'est les habitants, les acteurs du territoire, tout le monde a son intérêt pour travailler ensemble et se mettre côte à côte et comment on fait projet ensemble. Et c'est ça l'essence d'une petite cité de caractère, permettre aux habitants de s'approprier leur patrimoine à travers leur implication directe dans le processus d'élaboration des projets. Merci. Donc voilà, pour reprendre un petit peu les choses, on a été appelé à Plo au départ pour la requalification de cet ancien collège qui se trouve en plein cœur du bourg, vraiment sur la place principale, avec une question, voilà, on a des idées, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire comme programme. Et au départ, pas d'évocation de petite cité de caractère, pas d'évocation de petite ville de demain. Vraiment un projet comme s'il était à part du reste et à part des... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la collectivité s'est retrouvée à acheter ce bâtiment-là pour 1 euro symbolique et se sentant un peu obligé de l'acheter parce qu'il était encore de bourg, il voyait un peu une opportunité, mais sans trop savoir qu'en faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment finalement? Et il ne l'a pas acheté pour un projet, il l'a acheté parce qu'il y avait une opportunité et ensuite, il va falloir monter le projet autour. Et nous, tout de suite, il nous est apparu qu'un bâtiment comme ça, on ne pouvait pas se contenter de fonctions classiques et de fonctions simples en se disant on a besoin d'une micro-crèche, on a besoin d'espace de coworking et puis on remplit des cases en fonction de l'espace. D'abord, l'espace est trop vaste, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'espaces qu'on ne va pas utiliser. Sa particularité, vraiment son implantation pour nous était hyper importante. Son histoire également, le fait que ça soit un collège privé, voilà, que tout le monde ne le connaisse pas. Et il nous est apparu
indispensable que la population puisse être partie prenante du projet. Les élus, au début, ça les inquiétait un petit peu parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'interaction avec leurs habitants, une sensation que les habitants, finalement, quand on les interroge, ils répondent peu, ils sont peu présents. C'est pour ça qu'on a proposé la résidence d'architecture avec cette notion de habiter au cœur du projet, habiter dans le projet. Ils sont vraiment, la boutique, elle est à l'entrée du site. Ils sont là sur 6 semaines. Donc, la semaine prochaine, la deuxième partie de la troisième et dernière partie de la résidence va débuter sur 2 semaines. Donc, il y a d'abord une semaine, ensuite 3 semaines et ensuite 2 semaines. Avec à chaque fois des moments forts, des réunions publiques, des ateliers pour les scolaires, des visites également, bien évidemment, du site. Et cette boutique ouverte en permanence qui permet aux gens de rentrer. Et puis ils sont aussi, les résidents sont aussi rendus dans divers lieux pour rencontrer les gens. Parce qu'en fait, même si vous êtes installés, même si vous êtes sur la place du village, il faut aussi aller à la rencontre, notamment des ados qui ont un peu plus de difficultés à se déplacer, à rentrer dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc, il y a eu tout ce travail-là qui s'est mis en place. Et petit à petit, les élus, aujourd'hui, se sont rendus compte de l'importance et de l'engagement de leurs habitants dans le cadre du projet. Ça a vraiment fait démarrer des dynamiques très importantes. Les habitants se sont emparés du projet au même titre que leurs élus. Les élus aujourd'hui sont côte à côte avec les habitants pour créer ce projet. Ça a créé vraiment une dynamique qu'on espère pouvoir arriver à faire perdurer. L'idée, c'est pas ensuite d'arriver au projet avec la maîtrise d'œuvre et puis on oublie les habitants, mais vraiment d'avoir ce collectif qui puisse se mettre en place parce que nous, on est persuadés qu'à un moment donné, si on veut que le projet y vive aussi derrière, il faut que les habitants s'en emparent et il va falloir que les habitants puissent utiliser cet espace et le faire vivre et pas seulement une accumulation de fonctions. Donc, ça permet de développer tout un tas de thématiques. Ce projet-là ne faisait pas partie du tout du projet au départ de Plot dans le cadre de son projet Petite Cité de Caractère. Mais comme c'était dit tout à l'heure, on remodèle, ils vont remodeler bien évidemment parce qu'il n'en faisait pas partie, il n'avait pas été identifié. À l'époque, il était encore utilisé en partie comme école primaire, etc. Il n'y avait pas d'opportunité quand le dossier a été monté. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il va pouvoir se mettre au cœur de ce projet de territoire et donc les choses vont forcément évoluer et intégrer ce projet-là et cette expérience-là. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Donc, il y a une question sur alors, combien y a-t-il d'habitants à Plot? Combien d'entre eux ont participé aux visites, aux réunions publiques, à la boîte AID? Alors, combien d'habitants à Plot? En 1500. 1500 habitants à Plot. Il faut savoir que Plot, c'est une commune recomposée avec des hameaux et des bourgs autour. Il n'y a pas que Plot, donc c'est une commune un peu étendue. Je ne sais pas... Je crois sur les tables rondes, on avait entre 30 et 40 personnes. Sur les visites, à chaque fois, c'est des visites d'une vingtaine de personnes. On n'a pas encore les derniers chiffres, mais je pense que de personnes différentes, on est presque sur une centaine de personnes différentes, sans compter les enfants de l'école qui ont été partie prenante, qui ont mis des idées dans la boîte à idées, etc. Alors, on identifie, c'est vrai qu'on identifie facilement sur ce type de projet les mêmes personnes très engagées. Il y a 2 associations du patrimoine à Plot, donc forcément, c'est des gens qui tout de suite, quand on parle du collège et du patrimoine, sont présents. Mais il y a aussi petit à petit des gens qui ne seraient pas forcément venus, notamment les ados. Ils ont aussi identifié des personnes en recherche de lieux pour s'installer et pour vivre et pour travailler, et qui du coup ont été séduits par le dynamisme de la proposition. Donc voilà, à peu près pour vous donner des chiffres, je pense qu'on aura à la fin une enquête plus qualitative, mais voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et pour connaître un peu la commune, et je parle évidemment sous votre couvert, Émilie, évidemment, partout où il y a des habitants, il y a une culture, une identité locale. Et le patrimoine est parfois plus visible, plus spectaculaire d'une commune par rapport à l'autre. Plot est une commune incroyablement riche de patrimoine, mais qu'il faut vraiment révéler parce qu'il a plutôt été oublié, qu'il a plutôt été masqué. Et donc, ça fait quelques années aussi que dans le cadre de leur projet Petite Cité de Caractère, avec les élus, les habitants de Plot découvrent ou redécouvrent la richesse patrimoniale de la commune.
C'est pour ça aussi que ce film, alors c'est toutes des collections que l'on crée dans le cadre de Petite Cité de Caractère, justement autour des thèmes de revitalisation ou autour des thèmes de construction de projets. On a trouvé intéressant aussi ce regard d'associer tout le monde pour vraiment apprendre à voir le patrimoine de son cadre de vie. Et Aplo, ça fait aussi partie des enjeux. Émilie qui intervient, est-ce que c'est un cabinet d'études ou les architectes du CAUE? Pour quelle partie? Pour la partie résidence? Pour Plo, pardon, oui. Alors, la résidence, on a fait un appel à candidature et on a un collectif de 2 architectes et un paysagiste qui sont rassemblés dans un atelier qui s'appelle l'atelier Inkipit. On a eu 4 groupements qui ont candidaté. On avait fait le choix de ne pas forcément être que sur des architectes. C'est pour ça qu'on a appelé ça résidence d'architecture. C'était aussi ouvert aux jeunes diplômés. Il était demandé dans le cahier des charges qu'il y ait forcément quelqu'un de diplômé en architecture et associé ensuite avec qui il le souhaitait par rapport au projet, à la pertinence du projet. Donc là, dans l'association, il y a 2 architectes et un paysagiste, mais ce n'était pas forcément obligé. Voilà, sur le groupement, la particularité d'Inkipit, c'est qu'ils se sont formés et composés à l'occasion d'une résidence où ils avaient candidaté et où ils ont été pris. Et c'est à la suite de cette résidence-là qu'ils ont monté l'atelier, qui peut à la fois faire de la maîtrise d'œuvre, mais qui s'est aussi spécialisé dans la mise en place de résidences et le travail de sensibilisation avec les habitants. Je ne sais pas si ça répond, si c'était bien ça la question. Oui, je pense. Je vais donc répondre à une dernière question et en profiter donc pour passer la parole à notre dernier intervenant. Donc, quelle différence entre Petite Cité de Caractère et Petite Ville de demain? Petite Cité de Caractère, c'est une association qui regroupe des communes, moins de 6 000 habitants, et qui se retrouve dans le cadre du projet associatif autour de quelques axes, et notamment cette idée de mettre le patrimoine au sein somme des héritages, un peu tel que vous l'a présenté Claire, au cœur du projet de territoire, au cœur du projet de revitalisation, partant un peu du principe que si on connecte le passé à l'avenir, on construit des communes d'autant plus attractives, accueillantes, modernes, etc. Petite Ville de demain, c'est un programme gouvernemental. Nous en sommes partenaires depuis le début. Mais c'est un programme gouvernemental qui accompagne justement beaucoup des communes, mais pas toutes, dans la construction, la formalisation et la mise en œuvre de leurs projets de territoire. Les Petites Cités de Caractère, c'est une association de communes. C'est pour ça qu'il nous semblait important aussi que l'élu qui est au cœur de tout le projet, vous l'avez bien compris, et qui est au cœur de toutes les politiques, puisse aussi nous faire part de son retour d'expérience. Donc, merci beaucoup, Benoît Loriot, d'avoir accepté de venir partager avec nous justement ce qui a été fait à Pont-Croix. Alors, ORT, pardon, Opération de revitalisation de territoire. Donc, c'est un peu le projet global qui est demandé dans le cadre de PVD, Petites Villes de demain. C'est-à-dire que toutes les petites villes de demain doivent avoir un projet global, pluriannuel, programmé et budgété, qu'on va appeler ORT, je vous la fais courte. Et justement, quand les communes ont travaillé dans le cadre, par exemple, de Petite Cité de Caractère sur un programme pluriannuel de valorisation des patrimoines, on est vraiment sur quasiment le même résultat. On arrive par 2 chemins différents au même objectif. Benoît, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui depuis le bout de la Bretagne. Voilà, donc Benoît Loriot, maire de Pont-Croix, donc petite cité de caractère située sur la pointe bretonne, donc là, on est tout près de la pointe du Raz, donc voilà, l'extrémité vraiment ouest de la France. Alors, on parlait de PP, programme pluriannuel. Nous, je vais peut-être parfois, ma langue va peut-être fourcher, parce que souvent on parle, nous, de plan d'aménagement patrimonial. Voilà, c'était les premières appellations. Donc, quand je suis arrivé élu en 2014, on finissait le plan qui avait été organisé par l'ancienne municipalité, donc pendant 2 ans. Et rapidement, alors le temps de se mettre en place, les élus savent qu'il faut un petit peu de temps pour quand on arrive aux affaires. Et donc, on a rapidement, en 2016, prévu le 2e plan d'aménagement patrimonial et qui, là, s'est retrouvé également, on en parlera tout à l'heure, mais corrélé avec un système, nous ici,
État-région, un programme État-région sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, auquel on a participé au même moment. Donc les deux se sont écrits en même temps, les deux projets. Et en fin de compte, notre plan d'aménagement patrimonial reprenait exactement ce qui avait été prévu dans l'organisation de, alors ce qui serait Petite Ville de demain aujourd'hui, mais qui était un programme qui avait été mis en place par l'État et la région Bretagne en 2016. Et là, on vient d'écrire notre nouveau programme pluriannuel. Donc, il vient de sortir et il est chez l'imprimeur, puisque nous, c'est un document qui est très utilisé, qui permet à la fois de présenter notre programme pour les années à venir, et qui est très attaché à notre PPI. Donc, on en distribue de nombreux, notamment donc, au conseil municipal. Donc, il a bien sûr validé, mais on a un conseil citoyen, on a un conseil des jeunes, et puis tous nos partenaires, dont on verra la liste tout à l'heure, eh bien, sont destinataires de ce nouveau programme pluriannuel. Et juste pour préciser, au niveau de l'organisation, nous, on a même nommé dans notre nouvelle équipe municipale un conseiller responsable de ce programme et qui est chargé maintenant de l'animation et du suivi de ce programme pluriannuel. Voilà, il y a un conseiller municipal qui a cette délégation-là. Alors, voilà, en 2016, eh bien, on se met à travailler autour de la table sur le projet de revitalisation et en même temps notre PAP de l'époque. Alors, on a, là, sur les photos, ce que vous voyez, on travaille avec le département qui a Finistère Ingénierie Assistance, qui est du conseil départemental. On a également le CUE qui est avec nous, voilà, la Fondation du patrimoine. Voilà, on a mis tout le monde autour de la table. On a eu ensuite un travail auprès des habitants pour savoir comment on allait définir les différents axes autour de ce patrimoine. L'objet étant vraiment de se poser la question, quelle utilisation de notre patrimoine et faire de ce patrimoine un outil de développement de la commune. Voilà, que ce soit pas, souvent le patrimoine peut être vu comme un handicap, on ne va pas se le cacher, des fois c'est très lourd, c'est très coûteux, etc. Et bien là, on est parti sur une autre forme, on s'est plutôt posé la question comment on pourrait le valoriser et l'utiliser, clairement. Voilà, donc, alors, Fontcroy, qui est alors, comme beaucoup de petites cités de caractère, qui est liée à sa centralité. Alors, on n'a que 1500 habitants, mais entre 1500 et 1600 habitants, on aura un recensement l'année prochaine, mais on a gagné un peu. Voilà, sur 800 hectares, donc c'est pas très grand. Donc on est nous contraints par la loi littorale, on a des contraintes d'urbanisme, une géographie un peu particulière puisqu'on est vraiment très excentré par rapport au territoire, donc même vis-à-vis de la région, on est le bout de la Bretagne pour eux. Une histoire particulière à Fontcroy puisque quelque chose qui s'est développé autour du commerce et du religieux, avec un très grand séminaire qui s'était mis en place, qu'on a collégial, qui est un monument historique. Une démographie qui a fortement chuté quand le commerce a disparu, quand la ville a perdu tous ses petits commerces, et bien on a senti une démographie en baisse qui aujourd'hui on subit plutôt l'inverse, une démographie qui monte. Une économie basée sur deux choses, à la fois le médical, on en parlera tout à l'heure, donc qui a participé justement à la valorisation de ce patrimoine, donc une économie sur le médical et puis sur le commerce qui est revenu. L'urbanisme, j'en parlais tout à l'heure, on est contraint par la loi littorale, puisqu'on la bande littorale vient jusque chez nous, donc des contraintes, et puis on a un SPR, bien sûr, donc on travaille beaucoup avec l'architecte des bâtiments de France. Les commerces, on vient de lancer, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, maintenant, aujourd'hui, on en est au niveau du 3e programme, eh bien, là, on s'attache beaucoup au commerce et notamment, on a lancé une opération qui s'appelle revitalisation commerciale. Et donc, on essaie de s'impliquer un petit peu plus sur cette revitalisation et l'installation de nouveaux commerces sur la commune. La culture, qui a été un levier très important à Fontcroy, c'est à côté de nous le deuxième PAP, le deuxième programme s'est appuyé essentiellement sur la culture. Voilà, c'était vraiment notre cheval de bataille, et donc c'est ce qui a permis de développer tout notre projet. Et puis la nature, alors on est près de la Pointe du Raz ici, donc on est près d'un grand site de France, on travaille avec eux, donc il y a une dominante environnementale importante, puisque voilà, au bord de mer. Et puis je pense que tout notre projet aujourd'hui doit être lié aussi au développement durable et notamment
Alors, quand on fait un aménagement, on ne peut pas oublier de refaire les réseaux, des problèmes de pollution, des problèmes d'accessibilité également et de mobilité active auxquels il faut réfléchir. Voilà. Alors, quand je suis arrivé maire, je me suis retrouvé avec un patrimoine important. On avait 2 grandes écoles abandonnées. Les 2 photos que vous voyez sur la droite, donc une école publique et une école privée. Donc, la commune était propriétaire de ces 2 anciens bâtiments. Et puis, la photo de gauche, c'était un séminaire, un ancien petit séminaire d'un peu plus de 6 000 m². Voilà, donc, je voyais tout à l'heure à Plot l'école Saint-Joseph. Alors, c'est un petit peu la même chose, mais en beaucoup plus grand, 6 000 m². Donc voilà, qui nous a bien occupés. Donc on a acquis ce bâtiment en 2016. Voilà, ça faisait partie du projet. Donc il y a eu une acquisition à un privé et le développement de tout le projet communal autour de ce patrimoine qui était quand même en cœur de ville aussi. Voilà, alors à partir de là, je vous en parlais tout à l'heure, on a donc eu l'AMI Revitalisation Centre-Bourg avec l'État et la région qui a été franchement le catalyseur. Et qui nous a permis également d'écrire, enfin les 2 programmes étaient très liés, on a déterminé les axes avec les habitants, et puis après les élus ont validé, et puis on a rentré tout ça dans des projets de développement, alors aussi des projets de développement de patrimoine immatériel, parce qu'il fallait se poser la question, donc on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il était important de lier les 2 patrimoines, le bâti et l'immatériel. On a été vers ça. Donc là, vous avez quelques photos, puisqu'on a pu installer sur la photo du haut notre médiathèque qui a pris place dans l'ancien séminaire. En bas, vous avez l'ancien séminaire avec les espaces extérieurs qui viennent d'être aménagés. Et à gauche, un aménagement qui a été fait rue de la Prison, donc en plein cœur de ville. Voilà. Alors, dans tous ces programmes, à chaque fois, on essaie il y a plusieurs dominantes. Alors, le patrimoine bâti, souvent, les petites cités de caractère ont l'avantage d'avoir un patrimoine bâti généreux et très important. Donc, nous, ici, on a du patrimoine qui est classé, on a du patrimoine qui est inscrit également. Voilà. Et puis, à côté de ça, nous, on s'est beaucoup attaché au patrimoine matériel. Alors, vers quoi on a été? Alors, ici, nous sommes bretons, donc la langue bretonne qui était importante. Donc, on est parti il y a un label de la langue bretonne, on parle juste après des labels, donc on a réussi à décrocher le 2e label Yadar Brezonec de la langue bretonne, donc ce qui veut dire l'utilisation de la langue bretonne sur toute la signalétique de la ville, etc., les panneaux de rue, voilà. Ça implique aussi des animations culturelles en langue bretonne, etc. Voilà, donc ça, c'est un des labels qu'on a. On a d'autres labels. Un qui est important quand même, on n'en parle pas souvent, mais c'est le label Zéro Phyto. Le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur l'aménagement de nos espaces, ça a quand même des contraintes. Avant, entre les pavés, on passait un coup de désherbant, tout allait vite. Aujourd'hui, il faut sortir la binette, donc ça a eu des incidences. Il a fallu reprogrammer un petit peu les équipes techniques de façon à ce qu'on soit sur un autre mode de fonctionnement. Voilà, donc ça, c'était aussi un label qui était important. On est également début du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, puisqu'on était historiquement, on était plutôt une ville de retour. Aujourd'hui, on est devenu, avec l'association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est devenu un lieu de départ. Voilà. Donc, tous ces labels ont permis de développer. Alors aujourd'hui, il y a du France Relance, etc. Puis il y a d'autres actions qui sont arrivées où on a été lauréat. Voilà. Alors, j'en parlais tout à l'heure des protections. On a un monument historique, on a le SCOT, donc ça parle à tout le monde, schéma de cohérence territoriale. On a puis notre SPR, alors qui est obligatoire. Donc, on était en ZPPLP autrefois et aujourd'hui, c'est le SPR. Alors, on a concentré une grande part sur les 2 premiers plans sur vraiment la surface du SPR. Et puis là, on est en train d'ouvrir un petit peu, parce que c'est vrai que parfois on nous dit, oui, mais les quartiers résidentiels sont jamais concernés, etc. Donc, on a essayé d'ouvrir aujourd'hui, dans le dernier programme, on va un petit peu plus loin que la zone hyper protégée. Et je pense que c'est une bonne chose, il faut que ces programmes parlent aussi à tout le monde. Voilà. Et puis, nos partenaires, alors ça, j'insisterai beaucoup là-dessus parce que c'est important de s'entourer de partenaires et d'avoir des partenaires sur ce type de projet. Donc, la Fondation du patrimoine, toujours très présente. Je ne l'ai pas noté là, mais on a également eu la Fondation Berne qui nous a accompagnés.
On a le CAUE qui a toujours travaillé avec nous sur la définition de nos plans, parce que c'était important d'avoir les urbanistes et les architectes autour de la table, parce qu'on peut avoir de beaux projets, mais à un moment, il faut qu'ils soient réalistes, on va le dire clairement. L'architecte des bâtiments de France, moi j'ai des collègues ici sur la communauté de communes qui haussent les yeux quand on leur parle de l'architecte des bâtiments de France. Moi j'en suis très content parce que c'est un vrai partenaire pour le développement de nos communes. Et je ne le vois pas du tout comme une contrainte, c'est plutôt un avantage. On aime bien travailler avec notre architecte des bâtiments de France qu'on voit de toute façon régulièrement, au moins une fois par mois ici sur la commune, et qui est quelqu'un qui est très intégré à notre projet. FIA, c'est Finistère Ingénierie Assistance, qui est donc un cabinet géré par le département qui comprend des architectes et qui nous accompagne sur le projet. Et l'EPF, l'établissement public foncier, qui vient avec lequel on vient de lancer une nouvelle opération, et notamment sur la revitalisation commerciale. Donc l'EPF nous accompagne sur tout ce qui est… alors on aurait dû, c'est un petit peu le regret que j'ai aujourd'hui, on aurait dû les intégrer dès le départ. Je pense que l'EPF est un partenaire dès le départ quand on est en revitalisation et quand on a un projet important à mener, parce que sur des questionnements, sur du bâti qui est vraiment à l'abandon, qui est vraiment en déshérence, c'est vraiment le partenaire indispensable parce qu'ils ont les solutions au niveau de l'étude et au niveau de l'accompagnement des communes. Voilà. Donc voilà pour nos partenaires. Ensuite, il a fallu intervenir sur différents espaces. Alors, pour les espaces publics, comme toute commune, toute collectivité, on doit gérer nos espaces publics. Donc ça, c'est important, mais il faut le faire avec le bâti public qui est à côté. Alors nous, on en avait déjà et en plus, on en a racheté. Donc le séminaire, vous voyez sur la photo du haut, là. Et donc, c'était une opération importante, alors, notamment pour une commune de 1500 habitants. Il faut imaginer qu'il faut ramener ça au budget communal. Et puis, on a voulu accompagner les privés. Donc, il y avait également le bâti privé qui est là-dessus. On a une convention avec la Fondation du patrimoine qui accompagne les privés dans notre projet. Qu'on va d'ailleurs re-signer en conseil municipal demain soir. Et c'est important d'accompagner les privés parce que il faut qu'il y ait une unité. C'est très clair dans l'aspect esthétique d'une commune. Si d'un côté, vous avez un patrimoine public qui est tout neuf, bien refait, etc., et qu'on n'accompagne pas les privés, ça perd de son sens, clairement. Donc voilà, on a été sur des aménagements importants. Donc la rue de la Prison, qui a été une des plus grosses opérations d'aménagement de rue. On fait une rue identique qui va commencer en septembre, voilà, sur le nouveau plan d'aménagement. Et puis voilà, vous avez en bas des projets de privés qui sont venus se raccorder, c'est-à-dire que dès qu'on fait des aménagements, les gens viennent nous voir en nous disant oui, mais ma maison a fait un peu de tâche là, avec le beau pavage, etc. J'ai dit écoutez, on va vous accompagner et on va de la sorte. Donc là, vous avez sur cette carte qui est intéressante et qu'on utilise nous beaucoup dans notre organisation, vous avez tout ce qui est les rues qui sont en bleu, qui étaient des aménagements de rues prévus au premier PAP, au premier plan. Donc, on a découvert, nous, il y avait déjà des choses qui étaient faites quand on est arrivé en 2014, on l'a bien terminé. Voilà, on a poursuivi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas remis en question ce qu'avaient fait nos prédécesseurs et ni ce qu'ils avaient prévu, on a poursuivi le plan. Et nous, on a rajouté, alors après, le deuxième plan qui est en vert, vous voyez qu'on est plutôt sur des masses parce qu'on était sur des aménagements de places, des aménagements plutôt de grands espaces avec seulement deux rues. Et maintenant, parce que il fallait créer ce lien entre les différents espaces d'aménagement qui étaient faits. Donc là, la grosse tache verte sur la gauche, hein, tout ça, c'est le séminaire, etc. Donc, qui nous a bien occupé sur le mandat précédent. Et aujourd'hui, on repart sur le dernier programme pluriannuel, là, et qui est tout ce qui est en rouge. Alors, on est en train d'attaquer les chantiers de toute la partie sud aujourd'hui, qui est sur le bas de la carte. Donc, la partie sud est en cours de chantier. Et la partie nord, vous voyez qu'on commence à aller, on sort de la zone protégée pour aller vers les quartiers hauts, et notamment on est carrément sur une départementale là, donc une route importante, mais qui est une traversée de ville et qu'il faut absolument aménager, parce que souvent on peut avoir une déconnexion entre la traversée de la ville et puis la partie historique, la partie ville historique, et là on veut vraiment faire du lien, et donc on agrandit notre programme sur ces espaces-là. Donc voilà, donc ça c'est une carte qu'on utilise souvent.
Et puis pour chaque opération, après, dans le programme pluriannuel, eh bien, on détaille. Donc on nomme la rue, on l'identifie, on essaie de voir les atouts, les avantages et les inconvénients, enfin ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc à partir de là, eh bien, on prévoit un pré-programme. Alors on y travaille un petit peu avec des architectes aussi. On se fait. Alors après c'est sur du conseil. On leur demande un petit peu quelle est leur vue là-dessus, quel type d'aménagement on va mettre au sol, quel patrimoine il est important de reprendre, etc. Et puis après on le chiffre. On part sur un chiffrage de ces chantiers-là. Une fois tout ça, on a un peu ces 4 pages par projet, et bien ensuite on peut le rentrer dans le projet global. Alors il faut rentrer à la fois, alors sur notre programme pluriannuel, bon, il y a tous les travaux patrimoniaux, donc envisagés par les privés, c'est-à-dire que, alors, je vais vous donner un exemple, mais sur le séminaire, eh bien, on a fait le choix d'en garder un tiers communal et d'en vendre les 2 tiers. Il y a l'UNEL qui a été vendu. Et donc là, il faut voir avec les propriétaires privés qui achètent cette partie-là, et notamment là, il y a un pôle médical qui s'est installé. Donc il a fallu voir avec les médecins et les pharmaciens qui ont donc acheté et qui ont restauré, donc de façon à ce qu'il y ait de la cohérence, que tout ça se fasse en bonne intelligence. On a vendu également une autre partie à un promoteur immobilier pour faire du logement, parce qu'on ne pouvait pas porter toute cette possibilité. Donc on travaille beaucoup en public-privé, c'est-à-dire que nous, on accompagne des projets et là, il faut aussi une certaine cohérence sur tous les aménagements. Voilà, nous, on fait l'aménagement extérieur, eux, ils aménagent le patrimoine. Il faut que tout ça se soit lié et que ce soit cohérent. Voilà. Les actions conduites dans le cadre de la revitalisation commerciale, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce que nous, on appelle. Donc voilà, on a un programme maintenant dans notre budget d'investissement qui s'appelle revitalisation commerciale, puisqu'on s'est rendu compte que on a revitalisé la ville, on a gagné des habitants, on a gagné même une école supplémentaire, des classes, etc., un pôle médical avec 25 médecins. Enfin voilà, l'économie a repris place au cœur de la ville, sauf les commerces. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tel, bon, je pense que on n'est pas de la seule commune, mais les 2 années de crise sanitaire ont fait qu'on a eu un exode urbain vers nos campagnes, vers nos ruralités, et aujourd'hui, tout a été vendu, etc. Et le moindre pas de porte aujourd'hui de commerce est transformé souvent en salle à manger pour une résidence secondaire. Donc on a voulu lutter contre ça, on a d'abord stoppé ça de façon, on va dire, urbanistique, puisqu'on a pris des décisions pour éviter les changements de destination, etc. Et puis aujourd'hui, on accompagne, c'est-à-dire que quand le projet ne nous plaît pas sur le commerce et que ça va finir en résidence secondaire, eh bien nous préemptons le commerce, la commune préempte, et va réhabiliter, donc avec l'EPF, on a une grosse action avec l'EPF, donc on préempte, on restaure le pas de porte pour le mettre en location, parce que c'est pas les commerçants qui manquent, c'est pas ça le souci, donc on restaure le commerce et puis aux étages de l'habitat qui devient du logement communal. Voilà, donc aujourd'hui on en est, alors on rentre une opération tous les 3-4 mois, on est à 4 opérations là, depuis l'année dernière, donc avec un budget important qui s'inscrit dessus. Voilà. Et sinon, les opérations sur les monuments protégés, c'est très classique. Enfin voilà, on a des interventions sur nos monuments classés et inscrits. Là, on a fait des grosses opérations d'isolation. On chauffait notre patrimoine sans qu'il soit isolé. Donc là, on a lancé des grosses opérations d'isolation de ces bâtiments pour limiter les consommations d'énergie. Voilà. Et puis, le patrimoine immatériel, on en parlait tout à l'heure. Alors nous, on l'a lié au patrimoine bâti. Donc un tiers du séminaire, donc 2000 m², là, vont être dédiés à la musique. C'est un choix des habitants qu'on dit qu'il fallait. Alors, on voulait une mixité d'activités dans le petit séminaire. Donc, il y a de l'économie avec les médecins, il y a de la culture avec la médiathèque. On rajoute de la culture avec ce qu'on va créer, donc qui est une cité musicale. Et puis, on a un tiers, c'est du logement, etc. Et donc, dans cette cité musicale, 2000 m² dédiés à la musique, avec des salles de concert, des salles d'enregistrement, etc. Enfin, des espaces également d'exposition et tout. On a un café-librairie également qui va s'installer sur le lieu. Voilà, on est en travaux. Les travaux seront finis au printemps 2023 et on arrivera donc à la fin du projet qui a été entamé en 2016. Voilà. Il nous aura fallu 6-7 ans pour réaliser l'ensemble de projets, alors sur lequel l'État, on ne va pas se mentir, avait mis environ 1 400 000 €, nous avait aidé à hauteur d'1,4 million.
Bon, pour une commune de 1500 habitants, c'était beaucoup, mais à la fois, on avait un gros chantier. Donc, c'était un petit peu logique. Donc voilà, il faut intégrer tout ça. Et après, ça ressort dans un PPI, donc notre programme pluriannuel d'investissement. Donc là, on rentre, nous, chaque programme, alors c'est des noms de rues, etc. Il y a des études qui sont faites. Parfois, l'étude est faite bien avant parce qu'il y a besoin d'avoir un peu de visibilité pour organiser les finances communales. Et donc, après, on phase les travaux en fonction des besoins et des contraintes financières. On ne va pas se le cacher. Si on pouvait tout faire dans la même année, voilà. Alors, vous voyez qu'on a une ligne revitalisation commerciale. On a également du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que chaque année, on va investir sur des actions de valorisation, etc. Alors, même si c'est un montant régulier, 30 000 € qui est mis par an sur des actions de développement du patrimoine immatériel. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'un petit peu nouveau pour nous. Et c'est vrai que la région Bretagne est très attachée à ce qu'on est en lien avec le patrimoine bâti qu'on restaure, une sauvegarde du patrimoine immatériel. Voilà, j'ai essayé de faire assez court pour pouvoir répondre aux questions parce que le sujet est vaste. Et donc, je reste disponible pour les questions. D'ailleurs, vous trouverez, on avait pensé le diffuser ce matin, mais on était un peu court par le temps. Vous trouverez également en ligne un film qu'on avait fait un peu à l'instar de celui sur Plot il y a quelques années, justement, sur le projet de valorisation du séminaire, parce que M. le maire ne l'a pas dit, mais à un moment, c'était est-ce qu'on ne le détruit pas, ou est-ce qu'on le garde, ou est-ce qu'on le détruit. Et il y a eu, dans le cadre du précédent mandat, une vraie réflexion, participation citoyenne, sur le garder et deux, son devenir. Donc ça, c'est un film qui est en ligne sur l'espace Petite Cité de Caractère sur YouTube. Monsieur Loriot a une question. De quel financement dispose Pont-Croix pour pouvoir préempter et acquérir les pas de porte? Alors, on n'a pas de... en fin de compte, on travaille aujourd'hui, l'avantage c'est l'EPF. Voilà, quand on préempte comme ça, alors il faut que ça réponde aux objectifs de l'EPF. Mais l'EPF, là, nous accompagne dans le sens où l'EPF peut acheter le bien, donc nous n'en sommes pas propriétaires, c'est l'établissement public foncier qui l'achète. Il peut le garder pendant 7 ans, donc sur ces 7 années, il reste propriétaire. Nous faisons les aménagements à l'intérieur, eux, ils font tout ce qui est curage, des amiantages, démolition, etc. Nous, on fait la partie aménagement, donc il faut travailler avec l'EPF, mais ça se passe très, très bien. Et au bout de 7 ans, par contre, il y a forcément un rachat du bien. Alors, on a même des commerçants qui nous disent, moi, dans 7 ans, il est possible que j'aimerais bien le racheter au lieu de le louer, quoi. Et donc, on a soit c'est la commune, s'il n'y a pas d'autres acquéreurs, ce sera forcément la commune qui achètera au bout de 7 ans, au prix où l'EPF l'a acheté. Donc, l'avantage, c'est que le marché de l'immobilier peut monter, ça ne changera rien. Et on est sur des montants fixes. Et puis, par contre, ça permet aux locataires, que ce soit le commerçant ou les habitants qui sont logés dessus, de pouvoir acquérir ce bien-là s'ils le souhaitent dans l'avenir. Voilà. On a un peu de subvention aussi de la région. Je tenais à le dire, sur la revitalisation commerciale, on a eu du financement régional sur ce projet-là, puisqu'on rentre en revitalisation. Donc aujourd'hui, il y a quand même souvent des lignes revitalisation dans les régions pour accompagner les communes sur ces projets-là. Et je rajouterai d'ailleurs dans la présentation, avant de la mettre en ligne, il y a aussi finalement une chose qu'on n'a pas beaucoup mise, mais qui est très importante. Benoît Loriot est aussi administrateur au réseau Grand Site de France, et le lien se fait aussi via le patrimoine, le paysage. Il y a un patrimoine vernaculaire notamment très très important et qui permet aussi de travailler cette dimension, c'est-à-dire la cité dans un tout paysager. C'est aussi une dimension importante de l'action patrimoniale à Pont-Croix. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, porte d'entrée des petites cités de caractère pour des financements. Oui, mais pas partout. C'est-à-dire qu'on a, nous, cette particularité d'être organisé en association régionale et qu'il y a une partie du projet qui va être commun à l'ensemble des petites cités de caractère à l'échelle nationale, mais une partie du projet aussi qui va être différente d'une région à l'autre, notamment dans l'accompagnement technique et financier des communes par les collectivités départementales et régionales. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que là, vous avez eu 3 exemples à travers la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a des aides spécifiques techniques et financières qui sont fléchées petites cités de caractère
par notamment les conseils régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne. Ça existe dans d'autres régions, ce n'est pas partout et c'est toujours différent dans l'expression de cet accompagnement technique et financier. On a aujourd'hui une convention cadre avec la FNCAUE, c'est-à-dire que vraiment on acte que les CAUE partout en France sont vraiment des partenaires, mais sur les accompagnements techniques et financiers, on va avoir des différences d'une région, voire même d'un département à l'autre, puisqu'on a aussi dans des départements, je pense spontanément à l'Orne ou à la Sarthe, aussi des aides fléchées par le conseil départemental. Est-ce qu'on peut mettre à disposition des exemples de cahiers des charges dans le cadre de la labellisation? Oui, et je pense d'ailleurs, monsieur le maire, si vous nous avez autorisé, qu'on mettra en ligne, une fois que vous l'aurez distribué à votre population, le PPMVP, qui pour moi d'ailleurs est un superbe travail qui a été fait par la commune, aussi agréable à lire qu'efficace en termes de méthode et de rendu. Oui, il peut être. C'est un document qu'on diffuse largement et puis qui est public. Enfin voilà, c'est un vrai programme politique. Faut l'inscrire là-dedans. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir bon, c'est pas grave, ce sera sur le prochain, on fera ça dans 5 ans. Mais il y a toute la donnée environnementale, puisqu'on voit aujourd'hui que on peut pas aujourd'hui imaginer un aménagement urbain sans penser à l'environnement. C'est-à-dire on a des gros problèmes d'eau pluviale aujourd'hui sur toutes les communes, donc on doit mettre en place des schémas d'eau pluviale, etc. C'est un détail, mais ça va modifier l'aménagement d'une place, etc. Au lieu de tout renvoyer à l'égout et à la rivière, eh bien, on devra créer des nus, etc. sur des parkings. Donc, on est sur des aménagements totalement différents. Et je pense qu'il va falloir qu'on inclue dans nos programmes pluriannuels un petit peu plus ce domaine-là et éviter aujourd'hui, parce que, alors nous, on l'a fait dans notre PPI communal, c'est-à-dire qu'on a les deux chantiers. Souvent, avant l'aménagement d'une rue, eh bien, on vérifie l'assainissement, on regarde les eaux pluviales, et c'est souvent ce qui coûte le plus cher. C'est pas de positionner les pavés ou d'aménager la place qui va coûter cher, mais c'est de veiller à maintenir un environnement correct. Voilà. Et ça, c'est juste quelque chose. Alors nous, on l'a pas assez fait. C'est pour ça, si je devais rajouter des pages sur le programme pluriannuel là qu'on a travaillé, ce serait celle-ci, quoi. C'est vrai que ça a été dit ce matin pour prolonger ce qui vient d'être dit. Nous, on a une histoire qui est très liée à la culture au patrimoine au sens culturel, au sens bâti, et de plus en plus, les communes qui travaillent sur leur projet de valorisation des patrimoines intègrent cette dimension naturelle, paysagère, environnementale, biodiversité. Et clairement, parce que nous, on est là aussi pour répondre à cette attente de mise en projet des patrimoines, on va dans cette direction et les projets se nourrissent chaque fois un peu plus de toutes ces dimensions paysagères et environnementales et la réponse aussi spécifique et à chaque fois différente aux enjeux climatiques. Ça et les mobilités. Aujourd'hui, oui. On ne peut pas faire un programme sans penser aux mobilités. Voilà, le tout voiture dans nos villes, faut arrêter. Et donc, il y a des solutions. Alors, ça fait un petit peu mal, mais environnement et mobilité sont les deux axes qu'il faut franchement travailler aujourd'hui sur nos programmes pluriannuels. Claire, tu voulais prendre la parole? Non, peut-être juste dire tout ce qui est effectivement gestion des déchets et autres qu'on intègre dans les aménagements d'espaces publics aujourd'hui. Enfin, c'est juste, oui, c'est insister sur le fait qu'on est vraiment sur une vision très globale, en fait, et comme le disait Monsieur Loriot, c'est vraiment la traduction du projet politique dans lequel on met les patrimoines au cœur du projet politique et à partir desquels on vient déployer un plan d'action sur plusieurs années. Et redire qu'effectivement, par exemple à Pont-Croix, il y a des accompagnements par plein de partenaires sur plein de sujets différents, mais le document est véritablement réalisé en interne. Et ce rôle d'assemblée, c'est vraiment les services et les élus qui le jouent. Et c'est très important parce qu'en fait, on se rend compte souvent quand c'est externalisé, que cette vision globale, on ne l'a absolument pas. Ou sinon, on part sur une étude par un cabinet sur 3-4 ans avec des montants financiers assez exorbitants. Et à partir du moment où ce document sort, il est déjà plus totalement à jour, en fait. Donc, il faut pouvoir se nourrir de toutes les études qui peuvent être réalisées. Mais moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui, les programmes pluriannuels
qui aboutissent à des réalisations concrètes sont ceux qui ont été rédigés par les élus, bien sûr avec le soutien des services en interne. Mais quand l'élu prend la plume, moi je vois une réelle différence sur la réalisation concrète des projets dans la suite. Ouais, et puis je crois qu'on est, alors c'est pas pour, mais l'élu est dans le concret. Enfin voilà, un cabinet d'études qui va arriver, il va être sur des thématiques. Alors c'est très bien, hein, je dis pas qu'il faut s'en couper, mais je pense qu'il faut, et puis il faut l'intégrer dans sa démarche politique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être, voilà, dessus. Enfin nous, il est sur le bureau, il reste en permanence. Et quand je vous dis qu'on a mis un élu désigné pour ça, bah c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, il a travaillé longtemps, il a souvent été refait, réécrit, etc. Puis bah ça évolue et c'est une vraie dimension politique. Nous, dans un conseil municipal, c'est quelque chose qui va vraiment être discuté, défini. Pourquoi? Parce que bah c'est l'avenir de nos communes, hein, qui passe aussi par ce programme. Alors, faut l'utiliser comme outil. C'est pas simplement parce qu'on va avoir des financements derrière de la région, ceci, cela. Enfin, voilà. Je pense que même si on n'était pas petite cité de caractère, je pense qu'on s'en ferait. Voilà. Mais l'avantage de l'association des petites cités de caractère, c'est qu'elle nous l'impose. Enfin, l'impose, oui. Mais parce que justement, c'est un document de travail, c'est un document de planification et il faut qu'on l'ait. Ouais. S'il n'y a plus d'autres questions, eh ben, on reste à vous remercier nos intervenants, Pierre Lucas, Émilie Bernard, Benoît Loriot. Merci beaucoup de vos présentations. On va mettre tout ça en ligne sur notre site internet, donc le replay, les documents dont on a parlé, les liens vers les vidéos, donc accessibles en ligne. Et puis, on va préparer le prochain rendez-vous. Je crois qu'on avait prévu de parler justement de qu'est-ce qui fait patrimoine dans la cité, comment on peut travailler à l'éveil au patrimoine, comment on peut mobiliser l'ensemble des personnes, des acteurs autour de ces sujets-là et esquisser le récit de territoire pour construire aussi bien le projet de développement que le projet touristique. Donc, merci à tous, à très bientôt et puis bonne fin de journée à tous.